L'intelligence artificielle ne se contente plus d'assister les avocats, elle modifie en profondeur les process, les méthodes. Alors pour analyser cette mutation, j'ai le plaisir de recevoir François Giraud, président de la commission innovation et prospective au sein du Conseil national des barreaux. François Giraud, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on sait que l'intelligence artificielle irrigue partout le droit. Un petit état des lieux, quel est l'impact aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans la pratique du droit? J'ai envie de dire, on parle souvent d'évolution de la pratique du droit. Certains vont parler de révolution, même récemment. Moi, je préfère dire que c'est un changement de paradigme. Pourquoi? Parce qu'au final, et ça fait déjà 2 ans que je travaille sur ce sujet, on voit qu'avant, on avait un triptyque. On fait de la recherche, ensuite on analyse et après on fixe de la stratégie sur la base des données qu'on avait récoltées. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'humain, c'est l'avocat, c'est les équipes qui le faisaient. Demain, et dès aujourd'hui même, mais ça va s'accélérer, l'IA gère tout le volet recherche et un peu analyse. Et nous, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est se recentrer sur le conseil, la stratégie, sur la base d'informations fournies par l'IA et révisées par nos soins. Et donc, on change de triptyque avec l'IA qui gère la recherche-analyse. Nous, on fait de la révision et de la vérification et toujours, bien sûr, de la stratégie du conseil client et de l'accompagnement. Donc ça change vraiment la démarche de l'avocat. Je pense qu'on a une vraie évolution par rapport à ça au niveau de la démarche d'accompagnement et il faut que nos métiers évoluent par rapport à ça, ce qui est le cas. Et là-dessus, le Conseil national des barreaux fait le nécessaire pour accompagner l'ensemble des confrères au niveau national. Alors aujourd'hui, on a un certain nombre de technologies qui utilisent l'IA. Comment sont intégrées ces technologies d'intelligence artificielle au sein des cabinets? Alors, ça va dépendre exactement des cabinets, de la taille et des pratiques. Par exemple, un confrère qui va être avocat solo à Brive ne va pas avoir les mêmes usages qu'un avocat qui fait du droit des affaires dans un big anglo-saxon à Paris, dans du M&A, ou moi, par exemple, cabinet Fidal, avocat à Montpellier avec mon équipe pluridisciplinaire droit des sociétés, on va avoir des cas d'usage différents. Ça veut dire qu'on choisit une solution par rapport à sa pratique, c'est ça? D'abord, il faut déterminer les cas d'usage. Les cas d'usage, c'est vraiment le maître mot par rapport à cela et savoir ce que l'on a besoin. Il y a énormément de cas d'usage différents. Ça va être de la recherche documentaire, ça peut être de l'accompagnement sur du due deal, sur de la consolidation d'informations, sur de l'analyse. Et on voit bien que si on fait du droit social, on ne va pas avoir les mêmes besoins que si on fait du droit de la famille et on n'aura pas les mêmes besoins que si on fait du contentieux ou du M&A. Alors, une innovation, j'ai envie de dire, ne va pas sans risque. On sait que en utilisant l'IA, il y a des risques d'hallucination. Alors, comment on fait en tant qu'avocat pour se prémunir de ces risques? L'essentiel, c'est notre déontologie. On le sait, on est une profession libérale réglementée. Le socle et notre colonne vertébrale, c'est notre déontologie, c'est notre secret professionnel. Et en fait, par rapport à cela, ça a un corollaire, c'est notre responsabilité. Et donc, on a un devoir qui est, à partir du moment où nous avons une intelligence artificielle, comme je le disais tout à l'heure, on a besoin de réviser, vérifier impérativement ce que dit l'intelligence artificielle afin de pouvoir fournir de la donnée sûre, avoir une argumentation fiable auprès des juridictions ou des confrères et faire en sorte de respecter notre déontologie, notre serment. Parce que vous engagez votre responsabilité. Exactement. Et il y a un autre aspect qui est important, c'est la formation. Parce que je dirais le niveau d'expertise de l'intelligence artificielle est différente selon les avocats, selon leur seniorité, leur connaissance des outils. Alors comment on fait pour accompagner le changement? Alors l'accompagnement au changement, c'est un grand chantier. On peut parler de formation dans un premier temps, c'est ce qui était évoqué, et je pense que là-dessus, la formation est un vecteur essentiel. C'est-à-dire que l'accompagnement au changement, ça va être global, il va y avoir une volonté, on va dire, d'acculturation des confrères, et c'est ce que le Conseil national des barreaux a fait avec 2 rapports en 2024 et en 2025. Mais surtout, et ça c'est la phase 2, on essaye d'accompagner surtout les confrères par rapport aux cas d'usage, aux nouvelles compétences qu'il va y avoir, et donc d'aller sur de la formation en fac et en école d'avocat. Concrètement, comment vous les accompagnez sur ces formations? C'est le CNB lui-même qui organise ces formations ou vous les accompagnez en finançant ces formations?
Pour l'instant, plusieurs axes de travail sont sur la table. La commission formation du Conseil national des barreaux travaille justement en lien étroit avec les écoles d'avocats pour remonter et faire un peu un benchmark de ce qui se fait au niveau de chaque école des avocats, voir les bonnes pratiques, voir ce qui se fait, voir les partenaires éventuellement avec lesquels on peut travailler. Et là-dessus, je sais que un des axes notamment de partenariat qu'on a envisagé pas plus tard que la semaine dernière à l'Assemblée Générale, c'est d'envisager un partenariat avec le Legal Data Space qui va éventuellement proposer des formations sur les agents IA souverains. Mais il y a énormément de partenaires sur le territoire avec lesquels le Conseil national des barreaux travaille et avec lesquels la commission formation va également intégrer et réfléchir pour intégrer en tout cas dans le corpus des notions fondamentales à acquérir des compétences en matière d'IA. C'est quoi qui guide le choix de ces partenaires? Est-ce que c'est des questions de souveraineté, de sécurité? On sait que c'est des choses essentielles, la confidentialité chez les avocats avec le secret professionnel. Le choix, par exemple, vendredi dernier, de réfléchir à un partenariat, notamment en termes de formation avec le Legal Data Space, c'est notamment l'enjeu de souveraineté. On le sait, la souveraineté, c'est un enjeu majeur pour nous parce que, pas plus tard qu'il y a 5 minutes sur la conférence à l'instant, on parlait de la problématique des outils qui sont fournis actuellement sur le marché, qui sont des outils anglo-saxons. Il y a un enjeu de défense du droit continental, mais il y a surtout un enjeu de défense de notre secret professionnel. Ça a été dit à l'instant. À partir du moment où nos données vont dans des serveurs anglo-saxons, potentiellement, on a quelqu'un à Washington qui serait en droit de dire « donnez-moi ces données ». Or, nous, profession d'avocat au niveau national en France, on a dit non. Notre souveraineté est majeure, elle est essentielle, et le fait de conserver la gestion et la maîtrise de ces données est un vraiment enjeu de souveraineté, mais au-delà du volet secret professionnel, c'est un enjeu pour l'état de droit, pour la démocratie, parce que nécessairement, si on préserve notre secret professionnel, on préserve aussi l'intérêt des clients et le rôle de défenseur de l'état de droit qu'est l'avocat. Alors vous parlez de l'intérêt des clients, justement, avec ces outils, est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement dans la relation client où vos clients peuvent avoir accès via l'intelligence artificielle à un certain nombre de réponses juridiques? Alors quelles sont les conséquences dans la relation client, dans le changement des relations clients avocat-juriste? Il y a vrai changement, mais qui se ressent dès aujourd'hui. J'ai envie de distinguer d'un côté les particuliers, de l'autre côté les professionnels, parce que ce n'est pas du tout la même vision. Lorsqu'on a des particuliers, maintenant, à chaque fois, on est challengé par une IA, c'est-à-dire qu'on va envoyer des informations au client, une consultation, des écritures, et il va forcément le donner à manger à l'IA, ce qui est contraire bien sûr au secret professionnel, mais ce n'est pas de notre fait. Et ensuite, il va nous envoyer un compte-rendu fait par ChatGPT notamment, sans changer la typographie au passage, pour nous challenger sur nos écritures. Ok, dont acte. On voit que ce n'est pas forcément très pertinent. Pourquoi c'est pas très pertinent? Parce que souvent, les particuliers, quoique j'ai eu des cas quand même où c'était assez précis, c'était très intéressant de pouvoir améliorer cette discussion et cet échange avec le client. Donc on voyait qu'on avait un vrai gap en termes d'échange. Mais sinon, malheureusement, les clients orientent mal les questions. Mauvaise orientation au niveau du prompt et donc mauvaise réponse. Et la deuxième catégorie, c'est plutôt les professionnels. Et là, il y a une vraie évolution aussi. On prend des directeurs juridiques qui sont staffés, qui ont des logiciels, eux, en interne. Nous, en face, cabinet d'avocats, on doit pouvoir être en mesure d'avoir à minima les mêmes outils, mais surtout de pouvoir être davantage challengé sur notre prestation de service, sur ce que l'on fournit comme conseil. Et donc, ça améliore cet échange, ça améliore la discussion avec le client. Et donc, j'ai envie de dire, ça fluidifie, c'est encore plus intéressant. On va conclure là-dessus. Merci François Giraud. Je rappelle que vous êtes président de la commission Innovation et Prospective au sein du CNB. Merci. C'est la fin de cette émission spéciale Ginov. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.